Bonjour, bienvenue dans cette petite série de vidéos consacrée au décryptage de l'IA. Je suis Philippe Viexorek du pôle Minalogic et au sein de la direction technique du pôle, je m'occupe plus particulièrement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse un petit peu à l'histoire de l'IA, parce que l'IA, on en parle beaucoup en 2020-2021, mais c'est quand même une discipline qui remonte à assez lointain. Je vais repartir de 1965, où Herbert Simon, qui était un économiste, philosophe, un peu informaticien, mais plutôt économiste-philosophe, qui a prédit en 1965 que les machines seraient capables, d'ici une vingtaine d'années, donc les années 80, de faire n'importe quel travail qu'un humain était capable de réaliser. Donc vous voyez que l'IA, les premières définitions ne sont pas si récentes que ça. Dans la foulée d'Herbert Simon, Marvin Minsky, lui un informaticien, par contre, a déclaré en 70 que dans moins de 10 ans, sous 3 à 8 ans, les machines auraient une intelligence générale qui serait celle d'un humain moyen. Donc là, effectivement, on voit que les prédictions, bon, les deux se sont trompés à peu près d'une cinquantaine d'années, mais bon, il y a d'autres scientifiques célèbres qui nous ont appris que le temps n'était que relativité, donc qu'est-ce que c'est que 50 ans face à l'humanité ? Néanmoins, on voit quand même que les prémices de l'intelligence artificielle remontent aux années 60-70, et donc c'est pas l'apanage des années 2020 que d'avoir inventé l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui a pu amener Simon et Minsky à croire que l'intelligence artificielle allait égaler la compétence humaine dans les quelques années à venir au moment de leur prédiction? Alors en fait, je vais vous donner quelques dates clés qui les ont amenés là, et à commencer par effectivement les travaux de Arthur Lee Samuel, qui a tout simplement programmé un ordinateur qui était capable de jouer aux dames, et c'était plutôt dans les années 60. Donc cet ordinateur, à l'époque, effectivement, il était probablement très encombrant et archaïque par rapport aux smartphones qu'on a aujourd'hui, mais néanmoins, depuis les années 60, une machine est capable de battre un humain au jeu de dames. La technique de l'époque était assez simple, on a appris à l'ordinateur les règles pour jouer au jeu de dames, et à chaque coup, il faisait tous les coups, il explorait tous les possibles, il choisissait le meilleur, et effectivement, il allait beaucoup plus vite qu'un humain pour faire ça, donc il le battait à chaque fois. À partir des années 60, jusque dans les années 2000 à peu près, l'intelligence artificielle a vécu une période qu'on peut qualifier de l'hiver de l'IA, puisqu'il y a eu très très peu de travaux à cette époque-là. C'était des thématiques qui n'étaient pas très populaires auprès de la communauté des chercheurs, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que l'approche formelle qui avait cours à l'époque, c'est-à-dire celle de donner des règles à une machine pour lui apprendre à raisonner, avait ses limites et c'était trop complexe. À l'état de nos connaissances, on n'était pas capable de faire ça. Et ce qui a changé depuis maintenant, c'est que d'une part, la puissance de calcul s'est multipliée grâce à la loi de Moore, et en plus, on a eu un déluge de données qu'on a connu grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'Internet des objets, qui fait qu'aujourd'hui, tout est mesurable, et on a des données qui qualifient et quantifient n'importe quel phénomène physique. Et donc du coup, ça a pu réalimenter les intelligences artificielles, et donc de nouveaux algorithmes se sont développés, notamment les algorithmes de machine learning ou de deep learning. Donc à partir des années 90, pour démontrer la suprématie de l'IA, la plupart des chercheurs se sont intéressés à des jeux, parce que c'était le plus facile peut-être et le plus démonstratif pour montrer l'avancée de leurs travaux de recherche. Donc ils ont commencé par les échecs, donc notamment c'était IBM, le programme Big Blue d'IBM, qui s'est attaqué effectivement au champion de l'époque qui s'appelait Garry Kasparov, qui était un champion russe. Et à l'époque, ils ont eu la bonne idée de médiatiser à outrance les parties de Kasparov contre Big Blue. Et effectivement, au début, Kasparov gagnait, Big Blue progressivement l'a surpassé jusqu'à le surclasser à un point où il en a pleuré, parce que ça remettait clairement en cause son intelligence. Et en fait, la méthode employée à l'époque, c'était assez brutal, hein, c'est-à-dire que Big Blue, il regardait toutes les combinaisons possibles, il essayait de prédire ce qui allait se passer. Et Kasparov, malgré tout son génie de la science des échecs, il avait une capacité de prédire jusqu'à 6-7 coups, alors que Big Blue, lui, il jouait toutes les parties possibles et imaginables dans le même temps. Donc notre pauvre joueur d'échecs, il avait absolument aucune chance contre la machine. Alors toujours à l'initiative d'IBM, d'autres jeux ont suivi le même chemin. Donc en 2011, IBM Watson, donc, qui est le programme d'intelligence artificielle d'IBM, s'est attaqué au Jeopardy. Donc le Jeopardy, ce qui est intéressant, c'est que ça fait appel à de la culture générale et surtout à de la compréhension de la parole. Le règle pour que effectivement la machine comprenne les questions qui lui sont posées. Alors en l'occurrence, c'est plutôt l'inverse, parce que le Jeopardy, c'est le fait de retrouver la question à partir de la réponse qu'on vous donne.
Et donc dès 2011, Watson, il battait n'importe quel humain. Donc encore une fois, très médiatisé. Vous pouvez retrouver des parties célèbres sur YouTube sans aucun problème. Et c'est assez bluffant de voir dès 2010, une machine est capable de comprendre le langage naturel, d'interagir avec des humains et de les battre. Plus impressionnant, en 2016, AlphaGo, donc qui est l'intelligence artificielle de Google, s'est attaqué au jeu de Go. Alors le jeu de Go, c'est encore plus compliqué que le jeu d'échecs. Puisqu'il y a une profondeur de résolution des possibles qui est quasiment infinie. Et là, le champion de l'époque s'appelait Lee Sedol, c'était un Coréen. Et donc la machine ne le bat pas à chaque fois, mais le bat quand même 2 fois sur 3. Donc c'est vrai que là, on commence à toucher des jeux qui sont d'une complexité telle que déjà, ils ne sont pas accessibles à tous les humains. Et là, la machine surpasse encore une fois l'humain. Et c'est à partir de ces années-là qu'on a commencé à parler d'apprentissage profond ou de deep learning. Et c'est ça qui a permis effectivement cette avancée sur cette IA-là. Alors plus récemment, et encore plus impressionnant, IBM a prototypé une machine qui est championne de débat. Donc il existe des concours de débat aux États-Unis. Et donc, elle est capable d'argumenter n'importe quel point de vue, n'importe quel point de vue arbitrairement. Donc, on lui donne une thèse, on lui dit tu vas être pour ou tu vas être contre, et du coup, elle arrive à construire un argumentaire et à essayer de convaincre un public. Donc, il y a eu encore une fois deux, trois mises en scène spectaculaires de ces choses-là. Bon, pour l'instant, l'humain gagne encore, enfin, l'intelligence artificielle a perdu face à l'humain. Mais néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle amène un discours qui est beaucoup plus étayé et beaucoup plus construit que l'humain, parce qu'elle a accès à une base de connaissances qui est hors de portée d'un humain normalement constitué. Et par contre, l'humain gagne encore parce qu'il arrive à créer une connexion avec le public, et donc il se sert de son empathie pour le convaincre, ce qu'aujourd'hui la machine est incapable de faire, et encore incapable de faire. Alors, on voit de plus en plus arriver récemment, alors il y a beaucoup d'annonces en ce moment parce que l'IA est très à la mode, mais on voit arriver de plus en plus de machines humanoïdes, comme par exemple le Tesla Bot qui ressemble réellement à un homme. Alors on l'a pas encore vu fonctionner et on en attend beaucoup. Ou par exemple le robot Ameca qui effectivement a un tel réalisme d'expression faciale que ça nous donne un sentiment de malaise, ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. En fait, on se sent mal à l'aise, on se dit, on voit que c'est une machine, on sait que c'est une machine, mais elle ressemble tellement à un humain qu'on se demande un peu ce qui se passe. Donc on va voir où est-ce que tout ça nous emmène, et puis bien malin qui saura prédire là où l'IA nous emmènera demain, et on va en reparler dans les prochains épisodes. Je vous remercie, et c'est tout pour aujourd'hui.